RCF Charente. Le sens de l'éco. Une formation à l'économie, à la lumière des valeurs sociales chrétiennes, proposée par Philippe Senot, professeur agrégé d'économie, et Jean-Louis Ney, journaliste. Aujourd'hui, les impôts et les taxes. Le sens de l'éco. Dans nos précédents épisodes, nous avons beaucoup parlé du rôle de l'État, en tant qu'État protecteur avec ses fonctions qu'on dit régaliennes, la justice, la police, la défense, les affaires étrangères, et aussi en tant qu'État régulateur de l'économie pour assurer un bon fonctionnement de l'économie de marché. Mais pour remplir toutes ces fonctions, et aussi pour remplir une autre fonction qui est la redistribution des revenus pour une meilleure justice sociale, l'État a besoin de moyens. C'est le rôle de l'impôt. Alors Philippe Senot, ma première question elle est toute simple. Je sais qui a inventé l'école, mais qui a inventé l'impôt ? Alors j'avoue que c'est une colle, je ne sais pas trop. C'est comme l'école, on dit Charlemagne, mais c'est pas sûr. Non, l'impôt est progressivement arrivé dès qu'un État a eu besoin d'argent, de toute façon. L'impôt, on le considère quand même comme devenant essentiel en étant un impôt direct, l'impôt sur le revenu. Il faut attendre le XXe siècle ou la fin du XIXe dans certains pays. En France, je crois que c'est 1914, l'impôt sur le revenu. Et à partir de là, l'impôt a pris de plus en plus d'importance pour être maintenant à des taux qui sont aux alentours de 20 à 30% du PIB comme recette. L'impôt, il existait déjà à l'époque du Christ, puisque Jésus disait lui-même « rendez à César ce qui est à César ». Les premiers impôts n'étaient donc pas des impôts sur le revenu, c'était quoi comme type de taxe ? Oui, l'essentiel, c'était des taxes indirectes, c'est-à-dire au moment du commerce, l'impôt sur le sel, l'impôt sur le passage des ponts, les choses comme ça. Les fameux octrois. Voilà. Ouais. Donc c'était ça l'essentiel des recettes, mais c'est vrai que les recettes étaient rapidement plafonnées et d'ailleurs on voyait bien que les grands souverains avaient des difficultés souvent pour avoir les armées suffisantes. C'était le cas de nos rois au XVe, XVIe, XVIIe siècle. On dit souvent que le législateur ne manque pas d'imagination en termes d'impôts, enfin les gouvernements en général, et c'est pas d'aujourd'hui. Et donc il y a une multitude d'impôts et de taxes. Alors il y a des grandes catégories, les impôts directs, les impôts indirects, etc. Est-ce que vous pourriez nous définir par exemple, c'est quoi l'impôt direct, c'est quoi l'impôt indirect ? Alors, on pourrait, je pense, avoir un classement peut-être encore plus simple. Si vous prenez les 4 grands impôts français, le premier, c'est la TVA. C'est-à-dire c'est un impôt indirect sur la consommation. Chaque fois que vous consommez quelque chose, il y a une taxe qui est variable sur des produits pas très... la taxe n'est pas chère au départ sur les produits de base, et puis elle peut aller jusqu'à des produits plus importants. Donc ça, c'est l'impôt indirect qui assure 40% des recettes de l'État. Alors ça, oui, c'est quelque chose dont on n'a pas beaucoup conscience et on en parlera tout à l'heure au niveau de l'équité parce que les impôts indirects sont pas aussi progressifs qu'on le voudrait, même s'il y a effectivement des taux différents pour les produits de première nécessité. Il y a des taux différents, voilà. Mais j'aimerais bien, alors là, carrément, on va rentrer dans la technique. La TVA, c'est donc la taxe sur la valeur ajoutée. Est-ce que vous pouvez, de manière simple, pour qu'on comprenne, expliquer en quoi elle consiste ? Quelle est sa logique ? La valeur ajoutée, c'est quoi déjà ? La valeur ajoutée, c'est ce qu'on rajoute aux produits que l'on fabrique. C'est-à-dire qu'en fait, sur le prix de vente, la TVA, donc les produits qu'on voyait bien, vos factures arriver, vous avez souvent un prix acheté hors taxe. Et puis à partir de là, vous avez une TVA. Donc cette TVA, alors elle n'est pas aussi anti-redistributive qu'on croit parce que d'abord, il y a plusieurs taux. C'est vrai que le taux sur le pain n'est pas le même que le taux quand vous achetez une voiture, mais en plus, par définition, plus vous êtes riche, plus vous consommez, donc plus vous payez de TVA. Donc ça, il faut le rappeler, la TVA n'est pas aussi injuste qu'il y paraît. Le deuxième grand impôt, c'est l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire là, c'est un impôt direct. Chaque année, vous déclarez vos revenus. Alors maintenant, c'est plus simple puisque c'est prélèvement automatique. Mais sur chaque revenu du capital, le bénéfice, ou revenu du travail, le salaire, on vous prend une partie. Alors là, c'est progressif, c'est-à-dire plus vous gagnez, plus on vous prend. C'est-à-dire qu'on considère que c'est redistributif. Ceux qui gagnent plus doivent contribuer plus au bien commun. Donc là, les taux sont fixés donc par l'État, par la loi, le Parlement qui contrôle ça. Et puis, le troisième type d'impôt, c'est l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire l'impôt sur les bénéfices,
Donc chaque entreprise qui fait un bénéfice paye un taux. Alors là aussi, c'est un vrai problème puisqu'il peut y avoir des différences énormes de taux en Europe et ce qui fausse la concurrence. Pour prendre l'exemple, vous avez les taux de bénéfices qui sont très faibles aux Pays-Bas ou en Irlande et c'est vrai que ça fausse beaucoup de choses. Si les entreprises d'informatique, Google et autres vont en Irlande, c'est pas pour rien. Et puis après, vous avez toute une série de petites taxes, mais mine de rien, qui rapportent beaucoup. Petites taxes indirectes sur le tabac, sur l'alcool, où la principale, c'est les TIPP, c'est-à-dire la taxe sur les produits pétroliers. Chaque fois que vous faites un plein d'essence, l'essentiel du prix, c'est pas le pétrole, c'est une taxe pour l'État. Et c'est une manière de redistribuer. C'est ce que la presse appelle les recettes de poche, Voilà, mais qui sont indolores, mais qui rapportent beaucoup à l'État. C'est quoi dans le pourcentage du budget, à peu près Ça représente environ 10% du budget, mais c'est pas rien. Et c'est vrai qu'on l'a vu avec les gilets jaunes, ça peut être une taxe qui est très très mal perçue. Mais ceci dit, ça fait partie de la volonté de trouver des ressources pour faire quelque chose après. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que tous ces taxes qui sont prélevées, normalement, ont un objectif, c'est stimuler l'économie, favoriser l'emploi, créer des richesses, donner aux plus pauvres, et ainsi de suite. Donc ça, on verra après l'utilité. Je remarque que dans les grands impôts que vous avez signalés, il n'y a pas l'impôt sur les successions. Est-ce qu'il est si marginal que ça ? Oui, il est marginal. Il est marginal, en tout cas, dans beaucoup de nos pays. C'est un choix, c'est-à-dire qu'on considère pour l'instant, la société considère que le travail de quelqu'un, quand il le laisse à ses enfants ou à ses successeurs, eh bien, c'est un petit peu normal de valoriser ce qu'il a fait actuellement comme effort. Maintenant, c'est un vrai débat actuel en disant que oui, mais d'un autre côté, c'est des personnes qui vont obtenir quelque chose sans avoir vraiment contribué. Ce n'est pas peut-être moralement défendable. Et puis, il y a peut-être une redistribution à faire. Et là, il y a des personnes qui font des exemples. L'exemple typique, c'est le grand patron de Google qui a prévenu ses enfants qu'il ne leur laisserait rien. C'est à eux à se débrouiller et qu'il a donné toute sa fortune à des fondations, etc. Alors, sans aller jusque-là, en France, c'est très difficile puisque la loi oblige à donner à ses enfants et puis des parts égales, contrairement à beaucoup de pays. On ne peut pas du tout léguer ce que l'on veut à qui l'on veut, pas plus à une œuvre qu'à son chat, comme le font les Américains ou les Anglais. On peut donner à des œuvres quand même. Une partie, oui. Une toute petite partie, ce qu'on appelle le quote-part. Voilà, il y a la part réservataire, ou je ne sais pas quoi, qui est réservée aux enfants. Ce qu'on appelle la quote-part. C'est-à-dire que si vous avez des enfants, vous devez d'abord leur donner une part absolument égale. D'accord. Alors, l'impôt sur les successions, pourtant, ça devrait être un facteur d'égalité des chances, c'est-à-dire que tout le monde parte avec la même chance de départ. Comment se fait-il qu'il soit aussi faible dans les pays occidentaux ? Mais c'est un choix, je pense un choix moral qui était philosophiquement de dire quelqu'un qui toute sa vie a travaillé a envie de léguer à ses enfants, à sa famille, le fruit de son travail. Donc, l'idée en soi, franchement, ne me choque pas, moi. Ce qui peut être choquant, c'est lorsque ça atteint des sommes énormes et que, visiblement, ça fausse d'abord la succession, c'est-à-dire que l'enfant qui, après, hérite tout d'un coup de quelque chose, n'a pas fait le moindre effort et moralement, c'est discutable, mais même lui, pour sa personnalité et puis sa réalisation de soi, je trouve que c'est quand même pas idéal. Et puis, de toute façon, il y a aussi une question de justice sociale. C'est vrai que quelqu'un qui reçoit tout d'un coup des millions sans effort, c'est à la limite aussi choquant que le résultat d'une tombola où vous êtes tout d'un coup millionnaire ou des footballeurs qui reçoivent des sommes fabuleuses qui ne correspondent réellement pas à un effort pour la société. Mais après, c'est un autre débat plus philosophique, économique. À ceci près que dans le cas de l'héritage, c'est pas tout à fait le hasard quand même. Alors oui, au niveau de l'héritage, il y a aussi cette question d'efficacité économique, même on pourrait dire, parce que le fils d'un entrepreneur n'est pas forcément le mieux placé pour conduire la poursuite de la vie de l'entreprise et son succès. Oui, mais là, vous abordez un autre problème qui est après la succession d'une entreprise. Et là, c'est un vrai problème. Il faut savoir qu'actuellement, vous avez plus du tiers des entrepreneurs qui, normalement, quittent leur métier dans les années qui viennent et on se demande comment on va faire la succession. Donc, l'héritage est souvent un moyen
de faciliter la transmission du capital. Sinon, il y a un vrai problème. C'est-à-dire, qui reprend le capital? Or, n'oublions pas que l'entreprise, elle est capitalistique. Il faut donc des gens qui apportent le capital. Est-ce qu'on va tout d'un coup permettre à une société complètement neutre, anonyme, ou un fonds de pension, ce qui est beaucoup plus grave, de prendre les rênes d'une société familiale? C'est souvent le début d'une catastrophe. Mais maintenant, ça peut arriver, et ça arrive. Quand quelqu'un n'a pas d'enfant, c'est le cas, ça a été le drame de Moulinex, par exemple, entreprise célèbre de mon département, qui était très prospère et qui s'est effondrée parce qu'il n'y avait pas de successeur. Faute de successeur, à la fois capitalistique et à la fois management, Voilà. Sans doute. Il y a eu les deux problèmes dans cette affaire. Le sens de l'écho, Philippe Senot, Jean-Louis Ney, RCF Charente. Revenons-en à l'impôt et à son rôle de justice sociale. Il y a une progressivité de l'impôt qui n'est peut-être pas aussi forte qui serait souhaitable. Et si j'ai bien compris, il y a la moitié de la population qui ne paye pas du tout d'impôt sur le revenu. Or, on entend une idée qui se développe, qui est de dire, même à un taux très faible, il faudrait que tout le monde paie l'impôt parce que, d'une certaine façon, il y a là une forme de citoyenneté, d'adhésion à la communauté nationale qui est le fait de payer l'impôt. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'Église rejoint ça en disant que de toute façon, c'est aussi, il faut payer l'impôt parce que c'est appartenir en tant que citoyen, en tant que membre d'une collectivité, c'est appartenir au bien public. En étant bien d'accord que les revenus modestes doivent payer quelque chose de symbolique. Mais c'est le même problème d'ailleurs que la notion de gratuité dans les services publics et notamment la maladie. Le fait de ne pas savoir du tout lorsqu'on a le ticket modérateur nul, c'est-à-dire qu'on a le tiers payant, qu'on ne paye rien, on n'est même plus au courant de ce que ça coûte à la collectivité. Et je pense que ça, c'est pas très sain en termes de démocratie et c'est pas très sain simplement pour l'avenir. Savoir un petit peu ce que coûte réellement un acte. Le fait que, par exemple, les tests actuellement soient systématiquement complètement gratuits fait que certains ne vont pas aller jusqu'à la vaccination et prendre des tests à tour de bras. C'est gratuit en France, c'est payant en Angleterre, c'est payant en Espagne, c'est payant ailleurs. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, alors, encore une fois, faire après des différences entre les gens qui ont un revenu très très faible, ça on est tous d'accord là-dessus. Mais il y a une véritable information à faire parce que payer l'impôt est une bonne chose. Ce que dit l'Église, c'est être citoyen parce que l'impôt permet le bien collectif ensuite derrière la redistribution, parce que c'est ce qu'on appelle des revenus de transfert. Par l'impôt, on prélève, mais la plupart de ce qui est prélevé est redonné. C'est-à-dire que lorsqu'on dit « Oh, l'impôt me prend tout », oui, on reçoit après. On reçoit soit un service gratuit, les pompiers, la police, la justice, l'éducation. etc. L'éducation. Et rien que ça coûte très très cher. Premier budget de l'État. Premier budget de l'État. Si vous prenez un élève moyen en lycée, ça coûte 40 000 € à la société par an. Donc, alors ça, c'est un chiffre qui est intéressant parce qui est peu connu. Et qu'il faut rappeler. Et pourtant, tous les ans, on envoie nos enfants à l'école et on ne se rend pas compte que ça coûte 40 000 € à l'État. Voilà. Et on réclame encore plus de moyens, plus de profs, plus de... Alors donc, c'est un bien, mais c'est un bien collectif. Et puis après, il y a toute la redistribution, c'est-à-dire sous forme d'allocations. Les allocations chômage, les allocations retraite, les allocations familles nombreuses, etc., qui passent soit par des caisses, la CAF, la Caisse d'allocation familiale, mais de toute façon, tout ça vient par des prélèvements, des cotisations, et donc ce sont des revenus de transfert, c'est-à-dire qu'une partie des prélèvements est redonnée sous forme de revenus, et c'est redistributif dans la mesure où ceux qui reçoivent parfois plus que ce qui est prélevé. Dans ce cas-là, c'est de la justice sociale. D'autres reçoivent moins que ce qui est prélevé. Et c'est aussi de la justice sociale, c'est du partage et de la solidarité. Tout à fait. Alors, horizontale ou verticale, il y a deux solidarités qui sont défendues. On dit souvent que le taux de prélèvement... Alors, il y a peut-être une chose qu'il faudrait qu'on précise pour bien comprendre. Il y a des impôts et il y a des cotisations. Et donc, en fait, c'est des comptes séparés. Il y a le budget de l'État et le budget de la protection sociale. On en parlera dans un autre épisode. Mais ce sont deux budgets complètement séparés. Et donc, c'est des choses d'une nature différente. D'ailleurs, on appelle ça les assurances sociales. Donc, c'est un régime assurantiel.
Oui, tout à fait. C'est le système français, parce que d'autres régimes n'ont pas le système inférentiel. Par exemple, le système anglais est beaucoup plus étatisé. C'est un système qui n'est pas bismarckien, qui est beveridgien, comme on dit. C'est-à-dire que là, l'État paye tout. C'est-à-dire que vous allez voir un dentiste en Angleterre, c'est la société qui paye, mais vous ne choisissez pas le dentiste. Vous êtes dans telle rue, vous avez tel dentiste. Bon, et ainsi de suite. C'est comme la carte scolaire pour l'éducation, d'une certaine façon. Tout à fait. Donc, il vaut mieux parler, nous, de transfert. C'est-à-dire que c'est soit l'État qui prélève et qui lui-même va donner, par exemple les bourses scolaires, c'est sur les impôts, soit au contraire les prélèvements se font par des associations qui sont parfois gérées aussi par des partenaires sociaux, comme pour la retraite, etc. Et on transfère à ceux qui ont un besoin ou qui sont dans une situation. Mais le résultat est le même, c'est-à-dire qu'il y a des prélèvements et après on donne. Et le résultat, c'est une solidarité parce qu'on ne donne pas la même chose, sinon ça ne sert à rien de prélever. C'est-à-dire que le prélèvement, par exemple, familial, d'un point de vue de famille, c'est une solidarité horizontale entre ceux qui ont des enfants et celui qui est célibataire. Ce n'est pas du riche au pauvre. On donne la même chose. Celui qui a 2 enfants reçoit la même chose. Après, il y a une partie sociale. Et puis, les solidarités verticales, c'est du riche au pauvre. Là, on prélève beaucoup plus chez le riche, impôt sur le revenu, et on donne aux pauvres sous forme de RSA, d'allocation handicap, etc., que à eux. Alors, pour avoir une forme de photographie de la situation, est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente en grande masse l'impôt et le régime assurantiel, enfin la protection sociale? Je crois que c'est des budgets qui sont énormes tous les deux et presque équivalents. Est-ce que c'est exact? Voilà, c'est à peu près 20%, un peu plus de 20% du budget pour l'un, 20% du PIB pour l'autre, ce qui fait en tout 40% des prélèvements. Et là, il y a 2 budgets séparés. Ça s'explique historiquement ou comment se fait-il que, pareil, si je pioche dans mes souvenirs, il me semble qu'avant, la sécurité sociale, elle était administrée complètement sans intervention de l'État et des élus. C'était un régime paritaire. Aujourd'hui, il y a chaque automne un budget qui est un peu compliqué à comprendre parce qu'il y a plein de lettres et beaucoup de S dedans, PFLS, je crois. Quelle est la signification de cette séparation entre l'impôt et les cotisations? C'est-à-dire que là-bas, c'est un choix de système. C'est-à-dire que la France a choisi de suivre le système allemand, d'où on parle de système bismarckien, c'est-à-dire qu'on mettait l'accent sur ceux qui travaillent. C'est-à-dire à partir du moment où il y a des travailleurs, donc des entreprises qui embauchent des travailleurs, eh bien les recettes vont être prises sur des cotisations et patronales et salariales. Et la redistribution va se faire à partir d'une caisse, donc c'est le cas de l'assurance maladie, pour simplifier, qui va distribuer en fonction après des besoins. Donc ça, c'est le système bismarckien. Rapidement, d'autres pays ont choisi le système complètement étatique, donc beveridgien, système anglais. Et puis il y a le système libéral américain où chacun se débrouille lui-même. Ouais, c'est une assurance personnelle, privée. Vous vous assurez dans une compagnie d'assurance et puis vous êtes protégé en fonction de votre cotisation personnelle. Donc nous, c'est le système collectif. C'est un choix historique, mais progressivement, on s'est rendu compte que l'État a voulu intervenir d'une manière sociale pour des personnes qui ne travaillent pas. C'est le cas, par exemple, du RSA. C'est un revenu de solidarité, mais justement, où vous ne travaillez pas, pour le handicap, etc. Donc, il fallait associer au régime de type bismarckien lié au travail un système d'étatisation qui progressivement a pris de plus en plus de place parce qu'il y a eu la volonté d'assurer une aide à ceux qui n'avaient rien. Et il y a peut-être cette idée maintenant avec la dépendance. Qu'est-ce que l'on va faire de ceux qui n'ont jamais travaillé et qui auraient droit à mourir dans la dignité? Donc c'est vrai que l'État a pris de plus en plus d'importance et compte tenu des enjeux de la démocratie, ils ont voulu mettre la main un petit peu et contrôler sur ça, ce qui fait que progressivement, du paritarisme, on est passé de plus en plus à une limitation par l'État ou en tout cas un contrôle budgétaire. Le budget de la sécurité sociale est examiné chaque année par le Parlement et on voit bien que les réformes de la retraite visent à faire une loi différente actuellement qui serait beaucoup moins paritaire. Oui, et c'est lié sans doute aussi à l'énormité des masses en cause, donc qu'il n'y ait pas un contrôle démocratique là-dessus aurait pu apparaître choquant. Le sens de l'écho. Philippe Senot, Jean-Louis Ney.
Alors, il y a un autre débat qui émerge en ce moment, et en fait qui a émergé il y a déjà quelques années, c'est de dire, pour des raisons de compétitivité, est-ce que c'est une bonne idée de faire peser les cotisations sur le travail? Et donc, c'est l'idée de la CSG, en fait, qui finance en partie la protection sociale, donc la contribution sociale généralisée, et avec l'idée de transférer sur l'impôt toute une partie des charges sociales. Alors, j'aurais envie de vous demander deux choses. La première, sur un plan économique, le professeur d'économie que vous êtes, est-ce que c'est une bonne idée? Et après, sur un plan éthique, le chrétien que vous êtes, est-ce que c'est une bonne idée, sachant que l'impôt permet une progressivité meilleure que les cotisations? Tout à fait. Mais alors, c'est deux questions claires qui sont actuellement posées. La première réponse, c'est que il y a une volonté de récupérer une concurrence loyale. Or, nous sommes dans une économie mondialisée. On n'est plus dans le monde de 45, le monde d'hier. Donc, à partir du moment où on a une économie mondialisée, où on arrive à faire un impôt international, se mettre d'accord, ne serait-ce qu'au niveau européen, mais ce qu'on n'est pas capable de faire, sur l'impôt sur les sociétés égales, ce qui n'est pas le cas. Il y a des progrès, mais très, très lents. Alors là, on a réussi à se mettre d'accord sur le fait de taxer certaines multinationales, de lutter un petit peu contre les paradis fiscaux, mais c'est embryonnaire. Dans ce cas-là, on pourrait maintenir un tel régime. Mais sinon, on est obligé de réduire, pour avoir une concurrence loyale, les charges sur le salaire, ce qui est très, très élevé en France. Donc, à partir de là, l'idée de faire passer, de basculer ça sur la CSG, voire sur la TVA, puisque c'est de plus en plus réfléchi là-dessus, c'est une idée qui est cohérente pour faciliter une véritable concurrence et à la limite faciliter la redistribution. Mais là, on se heurte tout d'un coup à un problème politique. C'est un vrai choix politique. Où est-ce qu'on va mettre la barrière? Est-ce que les gens sont prêts à être solidaires, jusqu'à quel montant? Et là, c'est tout un débat de fond où le chrétien a quelque chose à dire en disant que oui, l'impôt fait partie de cette solidarité qu'on veut défendre. Maintenant, jusqu'à une certaine limite, trop d'impôts tue l'impôt, disent les libéraux, et c'est pas idiot non plus. On s'est rendu compte qu'à partir d'un certain moment, quand l'impôt est trop élevé, ça décourage, et à la limite, l'effet est pervers, c'est-à-dire qu'on fabrique moins, donc on a moins de recettes, et donc on a moins d'argent pour donner aux plus pauvres. C'est l'exemple parfait d'un vrai débat qui est moral, politique et puis psychologique, qui est sur l'impôt sur les grandes fortunes. Moi, je suis objectivement d'accord pour que les grandes fortunes payent un impôt. Ceci dit, ça rapporte pratiquement rien. 4 milliards, c'est rien au niveau du budget. Et objectivement... Le budget est supérieur à 400 milliards, ça donne une idée. Oui. Quoi. Voilà, mais 1%. Mais quand il y a eu un impôt sur les grandes fortunes qui a été créé, on s'est rendu compte qu'il y a eu une fuite des capitaux tout de suite. Et les grandes fortunes, regardez les grands tennisman, les grands sportifs, ils vivent tous à Monaco, en Suisse ou ailleurs. Le paradoxe, c'est que ça diminue les recettes en France pour faire du social. Donc là aussi, il faut être intelligent. C'est-à-dire que oui, il faut faire payer les riches. Oui, il y a une manière de faire payer les riches, mais il y a des manières ou des fiscalités psychologiquement qui entraîneraient des effets pervers. Moralement, il faut le faire, mais politiquement et financièrement, c'est pas raisonnable parce que ça entraîne le contraire de ce que l'on veut faire, c'est-à-dire de l'argent pour aider les plus pauvres. Là, on parle d'efficacité économique, mais j'aurais envie de savoir un peu ce que dit l'Église sur il y a un problème d'équité quand même en matière d'impôts. Et donc, il semble que l'impôt sur le revenu, par exemple, soit l'impôt le plus équitable, puisqu'il est fonction de ce que l'on gagne. Et la CSG, qui touche toutes les sortes de revenus, pourrait paraître l'impôt le plus juste, le plus équitable, à partir du moment où il serait progressif, ce qui n'est pas le cas de la CSG. Est-ce que l'Église elle rentre peut-être pas à ce niveau de détail, mais est-ce qu'elle a des principes qui pourraient guider un impôt juste ? Alors, elle ne rentre pas dans le détail, ça a toujours été sa volonté. Oui. La volonté en disant non, on n'est pas des spécialistes. Elle ramène ça aux chrétiens en disant c'est à vous, concrètement, dans votre métier, vous les techniciens, vous les hommes politiques, vous les citoyens, de vous mouiller, de proposer. Par contre, elle donne des valeurs, des références. Et sa valeur est toujours la même, il faut partager. Bon, partager d'une manière raisonnable, l'Église a toujours reconnu que l'économie doit être efficace. Elle est pour la croissance, elle sait très bien qu'il y a des conditions
évidente. Elle sait très bien que des fois, il faut passer par un licenciement parce que c'est objectivement nécessaire. Bon, c'est pareil pour l'impôt. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire et des choses cohérentes. Mais il faut partager. C'est vrai que le devoir du riche est de donner ce que dit Laudato Si, le pape François. Le riche, je ne suis pas contre les riches, j'aime les riches, dit le pape François, mais il a un devoir. Et il a le devoir de partager une partie de sa richesse. Et ça rejoint directement l'Évangile, la parabole du riche et des pauvres, et où la richesse est finalement un obstacle très souvent au bonheur. Et quand on voit la fameuse fable de Lazare, c'est quand il réclame mais que le pauvre vienne tremper simplement son doigt parce que j'ai soif, on voit qu'il y a une barrière. Une barrière a été faite entre le pauvre et le riche. Eh bien, merci beaucoup. Dans notre prochain épisode, nous parlerons des travailleurs et de leur statut.